Un t-shirt innovant purifie l'air en captant le CO2 pendant que Neuralink fait une levée de fonds colossale, nous rapprochant encore plus de cette ICM, interface homme-machine. Alpine dévoile son nouveau SUV électrique, le A390, et Steam met à jour son OS, et c'est croustillant. Hello, c'est Quentin, il est l'heure de votre condensé des actualités tech et design. Bienvenue sur la bulle de la semaine. Comment ça va, mon petit Zozio? Mais pas trop mal. Salut, ça va. Il est dépité. Il a fait le Orelsan. Ah ouais. Ça va. Mathieu, la météo, comment ça donne? Écoute, ça donne ensoleillé, ciel bleu, sans nuages. C'est parfait. On est sur un banger, on est vraiment sur une kill streak de belles météos. Vraiment. En tout cas, le vendredi, on est bien. Ouais. Comment ça va les projets vidéo là, Mathieu? Ça charbonne. Ça charbonne fort. Ça charbonne dur entre ce qui se passe dans tous les sujets par rapport à YouTube, Bubble, mon émission sur la XR, plus tous les trucs à côté avec Vivatech qui arrive, du taf, etc. Bref, on n'a pas le temps de s'embêter. T'as un petit inside d'une vidéo là que t'as tournée ou que t'as envie de tourner? Ouais, alors moi pour l'instant là, je suis sur un test d'une sangle de casque VR, donc c'est pas forcément le truc le plus palpitant de ouf. J'essaie de trouver un angle pour revenir sur la Google I.O. Je sais, ça commence à faire long, mais justement l'intérêt c'est d'essayer de faire d'englober un peu le sujet. Genre à froid, et voir un petit peu sur quel angle on peut l'attaquer pour que ce soit une vidéo pérenne sur le temps. Et il y a aussi les lunettes, les Meta Ray-Ban. J'aimerais bien en faire un sujet, un de ces quatre, trouver les balls de m'y coller, mais ça demande beaucoup de temps de préparation pour bien maîtriser le sujet. C'est vrai que ça peut être bien intéressant. Ouais. Et toi, de ton côté? Écoute, même nous, parce qu'en réalité, je bosse en ce moment sur une vidéo sur un écosystème de produits connectés pour sécuriser sa maison. Et j'ai fait ça chez Rewan. Donc on s'est bien amusé le week-end dernier pour l'après-midi bricolage. L'après-midi bricolage en mode vraiment Bob le bricolage. J'avoue. Jusqu'à ça en tirer un sticker. Je pense que ça se terminera sur le compte Bubble. Le même en devenir. C'était vraiment très très drôle. Et vous verrez, la vidéo elle devrait arriver normalement la semaine prochaine. Mais c'est bien intéressant. Et puis j'en ai profité aussi pour faire un EDC, le Everyday Carry. Je sais pas si vous voyez un peu. On prend un peu tous les essentiels qu'on emmène au quotidien. C'est du contenu que j'adore regarder. Et c'est ce qui sort là. Au moment où je vous parle, du coup, c'est déjà sorti, mais ça sortira demain pour nous. Le petit What's in my bag. Exactement. C'est pas dans un sac, mais c'est ce que j'emmène avec moi. Donc c'est très cool. En tout cas, on a un beau programme aujourd'hui, des belles petites actualités. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a un t-shirt qui purifie l'air en captant le CO2. C'est assez ingénieux. C'est un projet textile innovant à la croisée de la mode durable et de la science. Et il y a un engagement réel sur l'environnement. Et globalement, si je vous dis que votre garde-robe pouvait contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est bon, ça. Et c'est le genre de tech qu'on aime. Exactement, c'est le genre de tech qu'on aime, et c'est le pari qu'a relevé la marque brésilienne Maloui, qui vient de lancer un t-shirt capable de capturer le dioxyde de carbone présent dans l'air et de l'éliminer au moment du lavage. La techno est folle. Ah, c'est stylé. C'est incroyable. Et ça le capte genre pendant la journée, et quand tu vas le laver avec un processus genre la température ou un truc avec comme le ça. savon. C'est le savon. C'est le savon qui sort le CO2. Wow, exactement. C'est en fait c'est une innovation qui repose sur une technologie baptisée Costera, qui a été développée pendant 2 ans par la start-up de recherche singapourienne Xintera. Le produit, lui, de la marque brésilienne s'appelle Avori. C'est un t-shirt du coup dévoilé à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, et globalement c'est le premier vêtement au Brésil à utiliser ce tissu capable de capter le CO2. Et en fait au moment du lavage, le gaz capturé est transformé en bicarbonate de sodium, une substance inoffensive, et en plus après elle est évacuée. Incroyable. Et ce qui est très très fort, c'est qu'en fait le t-shirt il fonctionne un peu comme un filtre à charbon actif qu'on peut retrouver dans des purificateurs d'air, des trucs comme ça. Il capte jusqu'à 12 grammes de CO2 par jour et se recharge entre guillemets automatiquement du coup après chaque lavage grâce au savon. Et en fait ça permet, pour vous donner un ordre d'idée, 25 t-shirts Avori portés pendant une journée peuvent capturer autant de CO2 qu'un arbre adulte en 24 heures. Ah ouais. Le ratio est fou. Ça, c'est fou. Après, je sais que sur les projets comme ça, un problème qui vient fréquemment, c'est que c'est une technologie qui est encore naissante, mais que tu consommes plus de CO2 à le produire que à le porter. Et en fin de compte, pour le rentabiliser, il faut le porter un certain temps. Tu vois, la durée de vie du produit est assez importante. C'est ça. Donc, c'est une question que moi, je me suis également posée. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse. Ils ne l'ont pas encore donné parce que vraiment, le projet, il est vraiment tout neuf. Donc, ils sont en train de le construire, de le bâtir. Bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un t-shirt qui coûte 20 €. Ah ouais. Donc, genre demain, on peut l'acheter?
Tu peux l'acheter là tout de suite, tu peux l'acheter. C'est assez fou, j'ai envie de l'acheter juste pour le design, franchement, est vraiment cool. Il est noir, classique, un peu oversize, avec une bande avec différents logos verts pour montrer un peu la technologie, le fait que ça soit éco-responsable et tout. Le design est vraiment cool. Alors par contre, c'est un produit qui vient du Brésil, donc je sais pas ce que ça donne en termes de frais de port et tout. Ça, c'est un truc à regarder. Peut-être qu'ils vont s'internationaliser, donc ça sera plus accessible. Mais le fait que dès maintenant on puisse l'acheter et le fait que ça soit un t-shirt qui apporte beaucoup de technologie, moi je me dis vas-y, ça va être un t-shirt à 60 balles, 70 balles, tu vois. Je voyais la limite plus que ça, hein. En proof of concept, ils auraient facilement pu le vendre 250, 300 balles. Alors c'est clair, après pour toucher plus d'audience, je me dis 70 €, c'est un t-shirt qui coûte cher, mais en même temps si c'est une techno, bah pourquoi pas, tu vois, tu l'achètes une fois, pas plusieurs fois. Ouais. Mais franchement, et t'amortis la recherche parce que t'as quand même 2 ans de travail pour le truc. Et alors pour la techno, derrière, qui a été récupérée par une startup, de leur côté, c'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie de climat du groupe Malawi, signataire depuis 2019 de l'initiative Business Ambition for 1.5 degree des Nations Unies. L'objectif globalement, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, comme beaucoup de marques se lancent dans ce projet. Mais en tout cas, ça symbolise un petit peu cette nouvelle étape de la mode qui se régénère un petit peu plutôt que aussi. Polluer. Exactement. Surtout que souvent on le dit, la mode c'est aussi un facteur de pollution assez complètement. Ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment très cool. C'est je trouve que c'est vraiment un beau projet à mettre en avant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça fait plaisir. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, je vous mets le lien dans la bio. Et j'espère qu'à terme ce truc-là, alors moi tu vois, je suis pas très connaisseur de ce monde-là, mais pour moi limite c'est un truc qui devrait être sous licence et complètement. Il touche de la thune, mais que toutes les marques en profitent pour que ça se diffuse. Parce que si c'est là, on parle quand même de réchauffement climatique, on parle de techniquement sauver la planète. Faut que pour moi ça, il y a plus aucun vêtement qui n'ait pas ce genre de technologie-là. Complètement d'accord. À voir comment ça s'intègre dans un processus de construction en termes de textile, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le textile qui est innovant. Donc, à voir si des marques de luxe, par exemple, peuvent l'adopter, ou même des marques fast fashion, des trucs comme ça. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins, il faudrait que ça se développe. Voilà. Mais c'est une première pierre à cet édifice, et franchement, le fait de dire tu portes quelque chose qui permet de régénérer la planète, je trouve ça incroyable. Alors Steam a mis à jour son OS, mais il y a un truc croustillant à l'intérieur qu'il faut que tu nous en parles, Réwan. Ouais, c'est ça. Alors, l'année dernière, j'avais parlé des CGU, de Nintendo et tout, donc je me suis dit, quitte à se taper de la doc, autant lire les patch notes. C'est pas vrai, je suis tombé sur l'info par hasard, mais c'est assez rigolo. Donc, pour un rappel, SteamOS, l'OS qui est publié et développé par Valve dans le cadre du Steam Deck et puis plus largement du Legion Go S. Donc pour gonfler son vélo. Ah, excellent. Les périphériques de jeux portables de la plateforme Steam. Ils ont publié la mise à jour, donc 3.7.8 pour être exact, qui a le nom Go Country. Donc il y a pas de il y a plein de petits fixes un peu mineurs. Il me termine vraiment. J'entends Cotton Eye Joe derrière. Quand j'étais sur la patch note, ça s'est traduit automatiquement en français, ça m'a mis jeu de pays. Je te dis super. Super, la traduction impeccable. Okay. C'est pas la traduction Google, c'est vraiment la traduction Steam. Bref, il n'y a pas encore par raison partout, je crois. C'est ça, on dirait. Et donc, il y a 2-3 changements un peu sympas, notamment de l'amélioration de certaines prises en charge de périphériques, des bugs fixes, ce genre de choses. L'ajout du support de la manette Proteus BioWare. Donc BioWave, c'est une manette pour les handicapés. Ouais, non, c'est une manette tierce partie, mais à destination des personnes en situation de handicap qui encourage davantage d'accessibilité au jeu. Donc pas mal de petits trucs. Je vais pas vous lire la patch note complète parce qu'il y a mise à jour sur une version plus récente de Linux, ce genre de choses. Ah, tu veux? Alors, sache que pour toi, ils ont mis le support du frame limiter pour si tu as un affichage en VRR. Ah, d'accord. Ok. Donc variable refreshing rate, voilà. Interne et externe. Voilà. Non, je vais pas tout vous faire, c'était juste pour la blague. Si, petite info intéressante quand même, ils ont mis la limite de charge maintenant parce que vu que le Steam Deck, tu peux le docker, en fait, tu peux dire la batterie, elle s'arrête de charger à 80%, à 50% si jamais elle a H24. Voilà, pour éviter de fumer la batterie. Mais ils ont glissé un petit truc un petit peu sympa dans la mise à jour qui, moi, m'a fait un poil tiquer. C'est le fait que, alors discrètement, ils ont dit qu'ils allaient améliorer la prise en charge native de SteamOS pour les périphériques avec des puces AMD embarquées. Donc discrètement, et ils ont cité entre parenthèses notamment la Legion Go, mais l'ancienne, pas la S qui est livrée nativement avec SteamOS, et la ROG Ally. Donc discrètement, ils te disent... les frérots, c'est possible de l'installer. Si vous avez envie, il se pourrait
que dans l'article, on ait mis toute la procédure détaillée pour l'installer. C'est ici, voilà, avec un nouveau build avec l'image de restauration, etc. On pose ça là. On vous pose ça là, si jamais vous voulez, c'est possible. Ils l'ont d'ailleurs annoncé notamment pendant le Computex à Taïwan. Ah oui. Mais ça veut dire que si moi j'ai une ROG Ally par exemple, je peux installer Steam dessus. Tout à fait. Oui, et que la prise en charge est bien meilleure. 100% compatible quoi. Officiellement, c'est pas 100% compatible. C'est juste qu'ils améliorent la prise en charge. Donc techniquement, ça fonctionnera mieux que ça a fonctionné hier. Ça reste toujours de l'underground, mais c'est appuyé par le constructeur en chef, quoi, le Valve. Exactement, et ça offre des perspectives d'avenir, se dire peut-être que demain tu auras davantage de périphériques à main, qui sortiront d'usine, pas officiellement compatibles avec Steam, mais Steam discrètement pour améliorer la prise en charge de ces nouveaux périphériques. Après, on pourrait même envisager qu'il y a un marché qui se segmente avec la possibilité d'acheter la console sous Windows ou la console sous SteamOS. Ça aussi, ça pourrait être envisagé. Oui, c'est vrai. On peut envisager des dual boot pour les plus bidouilleurs d'entre eux. C'est vraiment ça, c'est que quoi qu'il en soit, ils sont en train de te donner la possibilité de te dire, écoute, officiellement, le constructeur te donne pas la possibilité. Par contre, si tu veux le faire, on te met les outils à disposition. Tu as le tutoriel complet. Fais-le, n'hésite pas. Attention quand même, parce que ça risque de poser des soucis au niveau de la garantie, potentiellement. C'est ça. Au niveau de la garantie, il faut peut-être faire gaffe. Théoriquement, si vous la briquez ou quoi, c'est un peu chaud. Après, normalement, tu restaures et puis on s'en fout. Ouais, faut pas attaquer le firmware. Voilà, c'est ça. C'est si tu bloques au niveau du noyau, par exemple, le constructeur peut te dire on sait que tu as essayé de mettre de SteamOS. Nous, on valide pas, tu vois. Et on prend pas en charge. Normalement, tu es au-dessus pour le système d'exploitation, donc à voir. Normalement, tu n'as pas le firmware, mais à voir à l'avenir. Donc, faudra voir aussi, puisque en fait, ça soulève aussi la question de l'OS de bureau, puisqu'on parle beaucoup du fait que Steam, à travers tous les périphériques, portatifs, les consoles de jeux portables, il y a aussi le mode bureau qui est compatible avec SteamOS, qui est fourni comme ça. Tu peux démarrer sur un bureau qui est un bureau Linux traditionnel légèrement modifié. L'idée, c'est aussi derrière de se dire peut-être que Valve, ils sont en train de développer quelque chose qui permettrait aussi d'avoir une alternative dont on a parlé dans un précédent épisode. Exactement. Et on le sait de toute façon que Valve a décidé un peu de faire la guerre à Microsoft. C'est né de là, exactement. Voilà. Je vous invite à écouter l'épisode il y a quelques mois maintenant, mine de rien, il y a 2 mois. Mais justement, où on dit que Steam préparerait du coup une potentielle console de jeu de salon ou alors un PC carrément. Bien sûr. Et tu vois qu'il tape un peu à plusieurs endroits pour faire ce truc-là, donc voilà. J'ai pas de périphérique sur lequel l'essayer, malheureusement, puisque j'ai que mon Steam Deck en portable. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a aussi eu quand même des fuites. Alors, on ne sait pas si c'est avéré ou pas, du côté de chez Microsoft, où ils essayent même d'implémenter Steam dans la Xbox. Oui, alors c'est une news, c'est rigolo. C'est marrant, il y a l'autre qui lui crache à la gueule, et l'autre qui dit mais nous on essaye de quand même arrondir les angles. Ils sont en train de fusionner Xbox et Microsoft, la frontière est de plus en plus fine, et dans les filtres, tu vois maintenant, il y a les librairies, les stores externes. Ouais. Donc tu peux même mettre Epic Games. Donc potentiellement. En vrai, le futur, avec toutes les plateformes qui sont mêlées, sachant que le cross-platform maintenant est universel quasiment, ça serait fou. Et qui a la volonté des développeurs de jeux, pardon. Ouais, et en fait, on sait que Microsoft a pris acte du fait qu'ils ont perdu la guerre des consoles. Sony est largement en tête et même Nintendo leur marche dessus. Donc du coup, en fait, on sent la mue de chez Microsoft côté gaming. Ce pourrait même qu'un jour Xbox disparaisse pour devenir, comme on dit, Microsoft Gaming et devienne purement une plateforme éditeur de jeux vidéo et une plateforme qui accepte tout le monde, en gros, venez tous là-dedans. Parce que Microsoft, c'est Bethesda et tout, on peut le rappeler quand même. Ils ont racheté Skyrim et tout, c'est chez eux. Ils deviennent plus éditeurs que vraiment acteurs consoliers de jeux vidéo. Et puis on le voit de plus en plus, même là, moi récemment, j'ai reçu une manette Xbox parce qu'ils faisaient une campagne sur le fait qu'ils développaient le cloud gaming sur beaucoup de plateformes et notamment les smart télé. Donc en fait, limite, la console Xbox, l'objet en tant que tel... Ça devient juste une passerelle sans... On le sait déjà depuis longtemps, ce genre de console n'est fondamentalement plus vraiment utile. Moi, ça fait longtemps que j'utilise la Xbox via le cloud gaming sur mon iPad. Au final, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ce genre de console de salon ? Alors oui, on a besoin de cette puissance pour faire tourner certains jeux. Mais bon, ça tend à changer avec des consoles portables comme chez Steam. T'as encore deux philosophies qui s'affrontent. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être une qui prendra le pas sur l'autre, mais t'as PlayStation qui vise encore sur la console, les jeux solo narratifs, etc. et machin, et t'as Microsoft qui dit en fait la console c'est qu'un boîtier et en fait c'est l'expérience à l'intérieur qui compte, quoi. Alors Neuralink a fait une levée de fonds assez colossale, rapprochant encore plus cette ICM. Tu vas nous en parler ? Ouais, je tempérerais peut-être ton mot colossal parce qu'en vrai c'est 600 millions de dollars et en vrai quand on connaît la tech,
c'est toujours des milliards et des milliards qui sont. Alors ouais, mais pour une levée de fonds, 600 millions, ça commence à devenir une belle licorne. C'est costaud. Mais Neuralink, c'est un petit peu aussi aujourd'hui l'image de marque, on va dire, de cette fameuse, ce que tu disais en introduction, interface cerveau-machine. Et c'est quand même quelque chose, qui a ses défenseurs. Moi, je le vois parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Et t'as beaucoup de, c'est clivant. T'as les gens qui disent jamais, t'as toutes les théories du complot qui traînent, on va nous piloter via les puces, on va nous formater notre cerveau, etc. Neuralink, on peut peut-être faire un petit rappel pour ceux qui découvrent. Neuralink, c'est une boîte qui a été cofondée par Elon Musk, il est pas tout seul. Et en fait, il est pas tout seul. C'est une technologie qui va permettre d'implémenter une puce qui est de la taille d'une pièce de monnaie dans notre cerveau et qui va permettre comme ça d'aller traquer, lire et écrire dans notre cerveau. Et sponsorisé par Arasaka, si vous avez la ref. Exactement. Voilà. Ça contient quand même 1024 électrodes qui sont tout fins. Vraiment, c'est presque... Je crois que c'est aussi fin qu'un cheveu, voire peut-être même un petit peu plus moins, fin. Je pense. Un cheveu, c'est relativement épais. Et ce qui est fou, c'est que ça a été testé d'abord sur des animaux, sur des cochons, je crois. Exactement. Et là, ça y est, ils commencent déjà les tests sur les humains. Eh ben oui, cette levée de fonds, tu me tends une belle perche. C'est que ils ont levé 600 millions de dollars là récemment et ils ont porté la société à une valorisation de 9 milliards de dollars quand même. Ah ouais. C'est quand même un signe fort qui montre que les investisseurs, ils ont confiance en tout cas en le potentiel, on va dire, de cette technologie-là. Il faut savoir que ça fait suite quand même, cette levée de fonds, au fait qu'ils ont réussi à implémenter la puce chez 3 patients qui ont été volontaires depuis le début 2024 et dont le plus récent, c'est Brad Smith, qui était quand même atteint de la maladie de Charcot et qui a pu contrôler une souris d'ordinateur par la pensée et même carrément publier une vidéo sur YouTube grâce à cette technologie-là. Le premier truc qu'ils lui ont fait faire, c'est de générer des vues et de l'AdSense. Là, c'est incroyable. Tout à fait. Mais il y a des choses plus sympas aussi. Alors là, je vous donne vraiment, je pense, les cas d'usage qui sont les plus vendeurs, on va dire, au niveau marketing. Les patients, ils ont réussi à jouer quand même à 2 jeux. Civilization 6 et Counter-Strike. Ah, quand même. Voilà, attends. Ouais. Parce que Civilization, réactif, hein. autant c'est ça, autant c'est un jeu de stratégie et tout, tu peux prendre le temps et tout. Counter-Strike. Ah ouais, faut y aller. Hein. Pour couvrir la longue, t'as intérêt à être réveillé. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et en gros, ils ont même un patient qui a réussi à doubler le record de débit d'information justement avec la puce, ce qui l'a rapproché de l'utilisation d'une souris classique. Parce que tu te doutes quand les gars, ils contre une souris, c'est pas aussi fluide que nous avec nos mains, etc. Mais il y en a un, il a réussi quand même ce petit exploit à se rapprocher de ça. Ce qui est fou, c'est que j'arrive pas à m'imaginer, là tu te dis tu contrôles ça par la pensée, donc ça veut dire que tu réfléchis à où est-ce que tu vas. C'est ça. Mais le processus de devoir réfléchir à ce que tu fais n'est pas forcément aussi intuitif de le faire. Tu vois ce que je veux dire parfois ? Au départ, je pense qu'il y a une perte d'apprentissage, mais on en avait un petit peu parlé la dernière fois quand on avait discuté de la personne qui avait un casque qui captait les signaux électromagnétiques de son cerveau pour jouer. On l'avait mis dans un épisode précédent, et en vrai, je pense que c'est un peu pareil. Elle réfléchit à elle réfléchit à l'action d'appuyer sur un bouton. Et en fait, ça crée un schéma électromagnétique dans le cerveau qui est capté par le casque. Et je pense que, alors je suis pas du tout là, il y a toute la communauté scientifique qui vient de tomber de se fumer à mon avis. Mais bon, moi, c'est ce que j'imagine, tu vois. Mais je pense que ça doit être à peu près similaire. Mais c'est pareil. Je pense que c'est un peu le même cas d'usage, typiquement que par exemple l'Apple Vision Pro, où tu te concentres sur le regard pour aller viser une icône et tout. Moi, au début, ça m'a paru, tu vois, un petit peu. Un effort un mental, effort tu vois, et je me suis dit si je dois faire ça pendant des heures, mais je pense qu'au bout d'un moment on s'y habitue, parce que moi je l'ai pas utilisé vraiment très longtemps. Je voulais mettre en avant un petit peu cet article-là aussi pour vous redonner rapidement les évolutions au niveau de cette technologie-là dont on parle peu. C'est vrai qu'Elon Musk aujourd'hui concentre toutes les crispations, en tout cas tous les regards sur soit SpaceX, soit sur Tesla par rapport à ce qu'il fait. Mais il y a cette catégorie-là de technologie sur lequel il travaille. Alors, on va pas se mentir, lui, il a des ambitions, comme d'hab, toujours aussi démesurées par rapport à la réalité. C'est que lui, il espère implémenter ça dans des millions de personnes pour forcément aider ceux qui sont sur des maladies chroniques, tu vois, des trucs très très graves, des choses ou de l'anxiété, tu vois, même sur des problèmes au niveau mental. Ou même aller chercher des maladies, il me semble, les cancers et c'est tout ça. ça. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, ou redonner l'usage de la vue, de plein de choses comme ça. Mais il y a aussi le fait que
l'ambition plus grande, ça serait même que toi et moi, qui n'avons pas forcément, et on touche du bois, et grâce à Dieu, on n'a pas trop forcément de problème, et que nous, on utilise un jour ces puces pour nous augmenter aussi. Parce que, alors il a un peu changé de braquet, mais à une époque, il était très flippé de l'intelligence artificielle, et il disait que le meilleur moyen de combattre, on va dire, l'IA, surtout si elle déraille, c'était de nous augmenter nous. Exactement. Pour connaître ton ennemi, tu dois devenir ton ennemi. Je sais pas. Sun Tzu, l'art de la guerre. Quoi qu'il en soit, honnêtement, pour l'instant, il fait face quand même à des défis qui sont très importants. Hein. Outre le fait que la technologie, elle est encore fragile. Il y a par exemple un cas où il y a des électrodes qui se sont rétractées chez un patient, c'est-à-dire que la puce, elle s'est un peu retirée d'elle-même. Le calibrage, il demande quand même du temps. Et il y a aussi plein de choses sur lesquelles il va devoir faire face, c'est-à-dire notamment les défis réglementaires. Hein. Heureusement, quand même, il y a encore des gouvernements qui peuvent tenir tête à ça et lui dire mon coco, tu feras pas freestyle comme tu le sens, quoi. Voilà, collab Brian Johnson, Neuralink. Exactement. Elle va être folle. Ah ouais, ça c'est là c'est X-Men, tu vois. Moi, j'attends la collab Google Neuralink, là où tu es en train de dormir et à 5h23 du matin, tu vas avoir une pub là. Yes. Ah voilà. Et la pub de Franck Leboeuf. À quel prix vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Quel enfer, putain. Je l'entends la nuit. Je voulais faire un rapide récap aussi sur les différents acteurs qu'il y a présents sur cette technologie-là et qui nous offrent aussi des opportunités de ne pas forcément avoir besoin de se mettre une puce dans le cerveau. Il y a un produit qui s'appelle Synchro, qui est développé par une société qui s'appelle Stentrod et qui est en partenariat avec Nvidia et qui va vous implémenter donc une puce, mais par une veine du cou, qui est moins invasive que d'aller se brancher en direct sur le cerveau, et qui va vous permettre, avec votre Apple Vision Pro, de contrôler votre maison connectée. Typiquement, allumer la clim. Tu te mets une puce pour pouvoir allumer ta clim. Voilà, allumer la clim. Bah, en vrai, non, attention à toujours de ne pas voir ça sous le prisme de personnes comme nous valides. Il y a quand même des gens qui sont tétraplégiques et autres, et du coup, de pouvoir avoir cette autonomie, de pouvoir allumer tes lumières, allumer, tu vois, il faut vraiment toujours essayer de dézoomer par rapport à notre prisme à nous. Il y a aussi, du coup, aussi Starfish Neuroscience. Et là, bah, vous allez le voir, on en parlait juste avant. Eh bien, c'est Gabe Newell, le PDG de Valve, aussi également, qui a des billes dans cette entreprise-là pour justement proposer un implant cérébral aussi pour donc stimuler et enregistrer les signaux du cerveau sans être inséré directement dans le cerveau. Donc, on appelle ça des technologies moins invasives. Et en gros, lui, il cible d'abord les maladies comme celle, par exemple, de Parkinson. Toujours, tu vois, essayer de dézoomer, de voir des gens qui ont besoin de ce type de technologie-là. Il faut savoir que lui, il parle de ces puces-là, ou en tout cas, il parle des interactions avec le cerveau depuis quasiment 2019, ou même carrément, il imaginait le fait qu'on puisse utiliser ce genre de technologie-là pour le jeu vidéo aussi également, pour augmenter la manière dont on joue aux jeux vidéo. On a Snap, par exemple, qui a racheté une société qui s'appelle NextMind, qui aussi travaille sur la technologie de lecture cérébrale pour ses lunettes de réalité augmentée. Et on a Meta aussi également, qui explore aussi ce sujet-là en se concentrant notamment sur des approches via des bracelets qui va capter le signal électrique qui remonte jusqu'à notre cerveau pour faire, par exemple, tu vois, on parlait du projet Orion, typiquement de pouvoir interagir avec une interface sans avoir à lever les mains, et un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec les casques VR, et d'appuyer sur des trucs ou faire des pinches, machin, mais juste d'avoir à faire des petits micro-mouvements et pour pouvoir utiliser ça dans la vie de tous les jours, dans les transports, sur des lunettes, de manière qu'on ressemble pas à des mecs Minority Report dans le métro, tu vois. C'est intéressant en même temps. Voilà. Donc c'est un sujet qui est vraiment très très cool. Je pense que ça mériterait un jour qu'on en fasse un gros sujet, mais qu'on soit peut-être un peu accompagné d'une personnalité qui a de grosses maîtrises, parce que ça touche à la tech, mais ça touche aussi au médical. À la science surtout, ouais. Là, on est dans l'être humain et tout ça. Là, et je pense que là, tu vois, on est vraiment sur des technologies du futur, l'interface cerveau-machine, qui est un sujet sur lequel il y a beaucoup de fantasmes autour de la tech là-dessus. Bon, ça y est, Alpine a marqué son renouveau avec l'Alpine A390 qui marque une nouvelle étape majeure de la transformation de la marque diepoise vers l'électrification en introduisant un modèle familial et performant. Pour rappel, l'A390 c'est le deuxième modèle électrique d'Alpine, du coup après l'A290 qui était le grand frère de la Renault 5 si on peut dire comme ça, et qui précède la future A110 électrique. Est-ce que vous l'avez vu de votre côté, l'A390 ? Je l'ai vu. Top ou flop ? Là je mets les pieds dans le plat. Alors direct. tu parles de quoi ? Du design ou de... Alors on va faire, ok, on est d'accord. Top ou flop, design.
Design top. Mais c'est du SUV, mais c'est du beau SUV, c'est bien tracé, c'est bien agressif. Moi, c'est top. Il y a du caractère en fait. Ok, et en termes d'idées, d'idéologie, top ou flop? Flop. En fait, bon, ouais. Mathieu, je te laisse. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la voiture, mais vous me dites si je dis une connerie. J'ai l'impression qu'Alpine, de plus en plus, essaie de se démocratiser en termes. Alors, c'est peut-être pas encore, tu vois, on n'est pas chez Dacia encore, mais on sent que on sort d'une image de marque très premium, très haut de gamme. Pour parfois, parce qu'il y a un autre modèle, il me semble qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps, que je vois à la pub à la télé. Ouais, la 290. Ouais. Voilà, et tu sens que tu as l'impression que c'est la voiture un peu qu'on pourrait tous s'acheter. C'est un peu mon problème. Et la réflexion de quelqu'un qui n'est pas versé dans l'automobile, elle est vachement intéressante, je trouve, du coup. Mais c'est exactement ça. ça. Parce que, quoi. Comment dire, on a eu la chance d'en voir quelques-unes des Alpine, A110, du coup, la dernière génération de Alpine, avec le moteur thermique, etc., qui est en fin de compte le moteur de la Clio RS, si je dis pas de bêtises, qui est le 1,8 litre turbo, machin. Le meilleur côté le pire. Je pense que, en fait, tu peux le résumer là-dessus. C'est-à-dire que t'as quand même des beaux écrins, c'est bien fait, c'est du bel Alcantara et tout. Et t'as une putain de carte de Renault Scénic 3 en guise de clé. T'as le putain de bouton de régulateur de ton Modus. C'est un truc qui me rend fou. Ok. T'as les commodos de ta Twingo. Genre, je trouve ça scandaleux pour des véhicules à ce prix-là. Mais pour le cas de la A390, moi, c'est pas ça qui me gêne, mais je veux ton avis d'abord. Ok, bon. Déjà, pour faire un petit rappel, elle représente, du coup, je vous le disais, la diversification de la gamme, cette espèce d'hybridation d'où on veut monter en gamme, mais en même temps, on veut être axé au grand public, exactement ce que tu disais, où en fait, ils cherchent à avoir une nouvelle segmentation, cible, une nouvelle cible d'un véhicule familial sans compromettre les performances. C'est globalement ce qui s'inscrit, en tout cas ce modèle, il s'inscrit vachement dans la stratégie d'Alpine de devenir un constructeur déjà 100% électrique d'ici 2030, mais surtout d'étoffer du coup sa gamme, parce qu'initialement, Alpine, c'est que la 110. Depuis le renouveau, depuis les années 2020 environ, on n'avait que la 110. Ensuite est venue la 290, donc qui est un peu cette espèce de berline, enfin c'est même pas une berline en fait, c'est une citadine, c'est une hyper citadine. Et du coup on a celle-ci, la 390 pour le quotidien et les grands trajets, etc. Sachant que du coup elle existe en deux versions, une version à 400 chevaux, la GT, et la GTS à 470 chevaux. Et là où c'est cool, c'est que il y a sur les deux modèles, il y a une transmission intégrale grâce à un agencement trimoteur, un à l'avant et deux à l'arrière. Je sais pas si c'est celle que j'ai vue sur la Turbo 3E où en fait les moteurs sont intégrés dans la roue. Ça, je suis curieux de le savoir. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant, sachant que ça fait un 0 à 100 en 3 secondes 9. Donc en fait, ils essayent de reprendre l'ADN qu'ils ont mis sur leur A110 dans un SUV. Mon problème là-dedans, et tu l'as très bien résumé Mathieu, c'est que pour moi, Alpine, c'est le secteur haut de gamme premium. Ouais, c'est genre Porsche quoi, un peu. Non, c'est exactement ça. C'est la griffe sport de Renault. Renault, globalement, ça va être Dacia, Renault et Alpine en haut de l'échelle. Ouais. Et quand tu regardes et quand tu compares par exemple à la Formule 1, Alpine a une écurie de Formule 1 qui va combattre contre Ferrari, contre Mercedes, contre ce genre de trucs-là. Donc, on va essayer d'aller viser le haut du sport, tu vois. Et je me posais une question, moi, vous me dites si je suis hors sujet ou pas. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'ils sont en réaction potentiellement à une marque comme genre Tesla et notamment même BYD qui continue de faire descendre les prix? Moi, j'ai vu par exemple, j'ai testé la Scion, qui est quand même un modèle qui fait 530 chevaux de mémoire, tu vois. Et est-ce que c'est pas en réaction à ce genre de véhicules-là qui arrivent, qui sont des voitures portées sur la sportivité, etc., mais qui sont en train un peu j'ai l'impression de tabasser les prix. Ça reste très cher, hein. Attention, moi, j'ai absolument pas les moyens. Mais par contre, qui sont en train de faire descendre un peu certaines marques en gamme, en tout cas, de dire si vous avez 40 000 euros, il y a moyen. Tu as le débat de l'accessibilité vs le côté plutôt premium, le côté nouvelle technologie, etc. Alpine, c'est pas censé être accessible. Ouais, mais du coup, j'allais presque dire au contraire. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est. En fait, ils sont pas en train de paniquer et qu'ils sont en train de faire ça en réaction, tu vois? Quentin l'a dit à travers la diversification de la gamme, faut pas oublier qu'à l'époque où les premiers SUV sportifs sont sortis, je pense au Porsche Cayenne, à l'époque, tout le monde avait chié dessus.
Force est de constater que ça a sorti la marque de l'eau et que ça s'est vendu comme des petits pains, au point où même Ferrari aujourd'hui a son propre SUV sportif, assez récemment le FUV, s'il te plaît. Hein, c'est le FUV. Le FUV, c'est un SUV. Et on peut dire FUV, ce que tu veux, c'est un SUV. Tout le monde achète Ferrari Utility véhicule. C'est ça. Je crois que c'était pour fusée, moi. Non, mais voilà, tu comprends le délire. Même Bentley l'a fait, tout le monde a chié dessus et tout le monde l'a fait. Je pense que là où Alpine a de la légitimité, c'est si ça peut permettre de faire sortir la marque de l'eau et d'avoir un produit familial, comme tu l'as dit, avec des touches de premium, avec de la vraie perf, etc., même si ça vaut son prix, pourquoi pas? Mais le problème... le bourgeois de ouf, il va plus regarder la marque pareil, tu vois. Mais et c'est surtout que... Alors, je sais pas combien il est vendu. Je vais acheter un modèle. Alors, a priori, d'après les rumeurs, il n'y a pas de prix officiel. Okay. On serait sur un tarot à partir de 65 000 euros. 65 000 euros, encore pour ce genre de produit, et pour rouler en Alpine, ça le fait. Et j'ai les comparatifs globalement. Aujourd'hui, si tu veux aller sur un Porsche Macan électrique, t'es entre 60 et 80 000 euros. Une Tesla, t'es entre 40 et 60 000, dépendamment du modèle. Ouais. Un iX3, par exemple, chez BM, t'es 65 000 euros. Une Audi Q4, 49 000. Jaguar, t'es autour des 60-70 000 euros. Et t'as donc, ça reste dans, oui, c'est dans le prix, milieu quoi. Haut de gamme. Et du coup, ça pose le problème que tu avais demandé, c'est où est-ce que se positionne Alpine avec ce produit? Est-ce qu'on veut faire de la masse avec quelque chose pas trop cher, en sacrifiant peut-être un petit peu le côté premium, mais d'un autre côté, tu assures une certaine pérennité de la marque, puisque c'est un produit qui est censé se vendre. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais attends, la marque Alpine, c'est censé être du premium. C'est de l'engagement en Formule 1, tu l'as dit, mais c'est aussi de l'engagement en endurance. C'est des gros investissements qui sont faits pour l'aspect exclusif. Donc, toutes les marques sont passées par là sur Alpine. Et moi, bon, je sais que c'est dans l'air du temps, mais le passage au tout électrique de Alpine m'emmerde un petit peu. Alors, en fait, moi, il m'emmerde quand j'ai vu la 290. La première voiture électrique qu'Alpine a faite. C'est une Renault 5 avec un badge différent. C'est une Renault 5 avec un badge différent qui coûte 10 000 euros plus cher. Donc là-dessus, ça m'a cassé les couilles. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, Alpine, c'est une marque que j'ai dans mon cœur. J'adore les voitures qu'ils font. C'est et clair. Ils me pondent cette bagnole. Et moi, j'étais en mode, c'est pas possible. Genre Redélé qui se retourne dans sa tombe. Mais ouais, c'est pas l'ADN que je vois à travers une marque comme ça. Ah oui. La 390 tend à changer cette vision parce que pour moi, c'est une voiture qui a du caractère, une voiture qui se veut différente et une voiture qui se veut un peu plus sportive. Et t'imagines les gens qui sont fortunés, tu vois, qui au final vont commencer à regarder cette marque en disant j'achète une voiture qui se distingue des autres, tu vois, Ferrari, Alpine, Porsche, que tu veux. Et là, il dit en fait, je vais acheter une voiture et en fait, potentiellement, il y a Monsieur Tout le Monde qui a ce. Ouais, j'exagère un peu, tu vois, mais je tire un peu. Je suis d'accord. Après, mais... Alpine est quand même inférieur à toutes ces marques-là. Oui. parce que même la 110, tu peux en avoir à 50 000 bagnole, euros. tu vois, le mec qui est riche, il n'achète pas 3 Ferrari. Mais c'est surtout ça que je voulais dire. C'est si tu as potentiellement, pour le même prix, un Porsche à côté. Le Porsche. Le Macan. Le Macan électrique. Qu'est-ce qui te ferait aller potentiellement sur un Alpine français? C'est ça, c'est la chaîne du temps un peu. Hein. Et le problème que j'ai vu avec la Alpine A290, qui est celle qui ressemble à la Renault 5 électrique, c'est que, en fait, on dirait qu'ils ont voulu faire juste une petite déclinaison parce qu'il y a un peu plus de chevaux en plus, tu as une calandre qui est légèrement modifiée, certes. Ça reste une Renault. Il y a des technos différentes, mais bon, ça reste une Renault 5. J'ai eu de la peine pour Esteban Ocon et Gasly dans la pub. Je me suis dit, oh là là, les pauvres, il y en a, ils font des pubs pour le Puro Sangré et tout. Eux, ils font une pub pour une Renault 5 électrique rebadgée Alpine. Et le truc que je comprends pas là-dessus, c'est, ok, vous voulez faire un véhicule électrique en prenant des technos Renault, etc. C'est la même marque derrière, pas de souci. Mais pourquoi vous faites pas une Renault 5 avec une finition Alpine comme toutes les autres Renault qui sont vendues récemment? Non. Alors, tu vois, ça, c'est le truc qui m'a fait péter un plomb. Renault. C'est Renault. Ouais. C'est Renault. Tu fais pas le Alpine Experience sur une Renault. Tu vois, en fait, ça rejoint exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que le mec qui va s'acheter une A110R, qui est la voiture premium par définition chez Alpine sur le catalogue, où tu sais que tu vas chercher la performance et tu vas chercher le côté sportif et le côté exclusif aussi chez une marque. Quand tu vois un connard qui sort avec son Australitech badgé Alpine ou sa Clio Alpine, je suis désolé, moi ça me casse les couilles. T'as la finition Alpine, ouais, mais le problème c'est que tout le monde les a. En fait, Alpine a enterré Renault Sport parce qu'avant t'avais les finitions Renault Sport. Mais Alfa Romeo sort pas une Giulia avec une édition Ferrari. Ouais, mais pareil, côté Mercedes, tu as les AMG où t'as les moteurs, etc. T'as le AMG Line, mais t'as aussi la marque AMG, c'est-à-dire que t'as la AMG One, etc. Tu vois. Donc si tu veux te positionner là-dessus, c'est un peu différent quand même.
Ouais, je tire un petit peu, c'est le préparateur. Vraiment, j'essaie de justifier l'existence du badge. Après, Renault, quoi, c'est ça qui est compliqué, c'est que Renault, c'est tellement la marque, c'est tellement l'idole, quoi. Et tu veux faire les finitions alpines, pas de problème. Méchant, Juste fais des putains de voitures alpines derrière qui ont des vrades finitions, quoi. Va pas mettre les putains de Komodo de ton Scénic. Est-ce qu'au final, ils ont pas juste déclaré le fait qu'en fait, qu'ils arrivent pas à faire face à... Tu vois, ils n'arrivent pas à exister sur le segment sur lequel ils souhaitent exister et que c'est un virage, tu vois, stratégique en se disant, bon, bah... Je pense que, effectivement, je te rejoins un petit peu où ils auraient dû partir sur une déclinaison de la 110 pour aller sur, pas forcément de l'héritage, mais sur du renouveau avec, par exemple, une concurrente à la 911 avec un 2+2, avec 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière. Un peu le concurrent de la Panamera où tu restes un petit peu sur une berline plus longue, mais différente. Est-ce qu'au final, pour moi... Alors, c'est vraiment encore des questions de mecs vraiment qui n'y connaissent rien, mais est-ce qu'au final, ils n'étaient pas en face d'un Porsche et tout, et qu'ils se disent, bah finalement, on va peut-être plutôt se mettre en face d'un Audi, d'un Mercedes. Je pense que c'est tout à fait ce qu'ils font. Hein. Il faudra leur demander parce que vraiment la stratégie aujourd'hui, je la comprends pas. En fait, il y a trop de trucs sur trop d'endroits, c'est trop fouillis. En fait, même moi qui aime bien la marque, qui regarde la F1, etc., je me dis, mais dans quel sens ça part? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux donner comme expérience à tes clients? Quel est le message que tu veux véhiculer? Bah là, on sait plus quoi. Bah ouais, c'est ça. Ils mélangent les deux messages, donc c'est un peu. Soit on a vu juste et il y a un virement stratégique et du coup, bah forcément, on est pile au moment où il y a le virage. Donc là, pour l'instant, c'est flou. Et d'ici, je sais pas, à 5 ans, on va voir en fait, oui, ça y est, en fait, ils sont redescendus. Soit effectivement, il y a le truc prend l'eau et en fait, on tente de jeter tout ce qu'on peut à la mer. Pour essayer d'en remonter un peu. Écoute, c'est possible. En tout cas, juste pour vous donner les 2-3 détails sur cette A290, pour ceux qui la découvrent peut-être, on serait sur une autonomie de 555 km WLTP, ce qui est pas trop mal. On est sur une longueur de 4,62 m, une silhouette un peu sport fastback, donc un peu coupée derrière. Franchement, c'est assez joli avec des éléments lumineux triangulaires devant, des lignes tendues. C'est assez réussi. L'habitacle aussi l'est également. J'aime énormément les sièges. Ils ont fait un travail, c'est des sièges baquets d'ailleurs, Sabelt, qui sont très très réussis et une sonorisation de Vialet. Voilà, ça régale. Pas mal, non? C'est français. Pas mal, non. Donc il y a ça et donc après on a ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ce trimoteur. Je crois que c'est 220 km/h max, du coup pour un 0 à 100 en 3 secondes 9. Donc ils ont voulu vraiment se rapprocher de cette expérience à 110 et surtout ils veulent renforcer cette identité du coup du Made in France, sachant qu'elles sont produites du coup à Dieppe, assemblées à Dieppe. Et les batteries sont françaises aussi. Et les batteries sont françaises aussi. Ah ouais. Donc également, donc ça c'est pas mal. Le seul problème c'est qu'elle fait quand même 2100 kg. Donc bon, c'est pour ça aussi les 470 chevaux, donc c'est pour contrebalancer ce gros truc. Poids, quoi. Et après, moi, c'est ce que disait Rewan, c'est qu'ils partagent vachement d'éléments de ce qu'on peut retrouver sur des Renault. La Megane E-Tech a beaucoup de composants qu'on retrouve du coup sur cette A390 et du coup le tarif qui pourrait être élevé autour des 65 000 €, qui à mon sens peut se justifier. Oui. Mais bon, à voir encore une fois quand on l'aura vraiment en main, voir ce que ça donne. C'est sûr qu'elle incarne une évolution audacieuse pour la marque. C'est un changement, c'est clair. Il va falloir faire avec ou non. Et puis derrière, va falloir assumer parce que la 110 électrique va arriver. Donc on va être sur une marque qui sera complètement électrique, qu'on le veuille ou non. Et donc, est-ce qu'ils feront un step back pour faire du hybride ou des choses comme ça, ou revenir avec une voiture hyper radicale comme un petit peu le faisait Toyota et le fait un petit peu encore, où tu as de l'hybridation un petit peu tout le temps et puis d'un coup ils te lâchent une Yaris. Ils peuvent se le permettre avec leur crédit CO2 de dingue. Donc voilà, donc elle présente des atouts, notamment en termes de plaisir de conduite et de design a priori, à voir ce que ça donne, mais c'est sûr que c'est sujet à débat. Voilà pour les actus de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de jeudi où on revient sur l'histoire incroyable de cette entreprise bannie par les États-Unis, étouffée par les sanctions, mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Comment Huawei est passé de géant mondial à ennemi public numéro 1 et surtout, comment ils sont en train de revenir avec leur propre techno, leur propre écosystème et un message très clair, on a besoin de personne. C'est l'histoire d'une chute, d'un isolement, mais surtout d'une renaissance stratégique, technologique et géopolitique. Merci les osios et à jeudi sur Bubble. Ciao. Ciao.